Aujourd'hui, Daniela, est-ce qu'on peut déjà définir l'inclusion? En lien avec le sentiment d'appartenance, d'être intégré dans un système, dans un environnement où je me sens en sécurité, en capacité d'exprimer librement mes limites, mes besoins, d'exprimer mes idées. L'humanité, elle nous unit finalement en entreprise ou en dehors des entreprises. Pour être un bon leader et un leader inclusif, il faut qu'il ait une bonne confiance en lui. Une confiance en soi qui sont la reconnaissance profonde de la valeur que j'ai. Oui. Et cette valeur ne dépend pas de ce que je fais. J'ai trop aimé comment vous avez parlé de l'être et pas toujours du faire, même au sein des entreprises. Parce qu'on ne peut pas apprendre sans faire d'erreurs. Donc plus on fait des erreurs, moins on fait des erreurs. C'est pas cette récompense-là ne détermine pas ma valeur. Merci pour cette belle conclusion. J'existe, donc je mérite. Bonjour Daniela et bienvenue à cet épisode de Criada. Bonjour Iba. Daniela, vous êtes psychologue, clinicienne particulièrement. Vous êtes docteur en psychopathologie. Vous avez rédigé votre propre livre intitulé « Mieux je me connais, mieux je me soigne ». Vous avez également votre propre podcast intitulé « Le Canal Psy » et vous avez aidé pendant plus de 20 ans beaucoup de gens à se connecter avec leurs émotions. Donc je vous dis bienvenue encore une fois pour cet épisode où on va traiter vraiment l'inclusion. Aujourd'hui, Daniela, est-ce qu'on peut déjà définir l'inclusion ? Alors, je parlerai de l'inclusion en tant que sentiment d'inclusion, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir inclus ? Le sentiment d'inclusion va être en lien avec le sentiment d'appartenance et aussi celui d'être intégré dans un système, dans un environnement où je me sens en sécurité et en capacité d'exprimer librement mes limites, mes besoins, d'exprimer mes idées, sans avoir le sentiment d'avoir à réaliser un bras de fer pour me faire entendre, sans avoir à lever la voix ou à me sentir menacée d'exclusion. Donc l'inclusion, c'est un peu comme inviter l'autre à participer de quelque chose de commun. C'est vraiment un cran au-dessus de l'intégration même. C'est-à-dire qu'on va l'inviter à co-construire quelque chose. Très intéressant. Et vous avez parlé de psychological safety. Est-ce qu'on peut la définir en termes, vous avez donné quelques exemples, par exemple se sentir écouté, comme vous venez de dire, mais c'est quoi la recette du sentiment d'être psychologically safe dans un environnement de travail particulièrement? Alors, si on parle de ce que l'environnement peut apporter pour favoriser ce sentiment-là de sécurité, on parle vraiment d'un cadre dans lequel il y ait assez d'ouverture pour que chacun puisse se sentir libre de s'exprimer en étant celui ou celle qu'il est. En d'autres termes, il s'agit d'un cadre où il y a un environnement assez sécurisant, il y a quand même des limites qui sont définies, mais ces limites-là n'empêchent pas chaque individu, dans sa particularité, dans sa richesse, en fait, à se sentir en capacité de livrer ce qu'il peut livrer de lui-même en tant que produit créatif, d'idées, de participation, avec la crainte de se sentir attaqué ou de se voir exclu. Ouais. Donc, la sécurité psychologique dans un environnement, elle est en lien avec la capacité des acteurs de cet environnement-là à accueillir une différence, à être conscient de leur propre différence, à pouvoir exprimer et écouter ce que l'autre a aussi à dire. Donc, c'est un exercice actif, en fait, qui est co-construit aussi. La sécurité psychologique d'une entreprise part d'abord d'un certain nombre de valeurs d'entreprise qui sont clairement définies, avec assez de flexibilité et d'ouverture pour pouvoir accueillir aussi ce qui est différent
sans qu'il y ait ce sentiment de devoir entrer dans une espèce de compétition ou de combat où il faut qu'à tour de rôle, un ait raison et puis l'autre. On peut aussi travailler à construire quelque chose de commun. C'est ça la sécurité psychologique en entreprise. Très intéressant. Vous avez parlé de liberté. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner une clé facile pour savoir identifier quand s'arrête cette liberté pour nous dans un environnement et comment juger cette liberté? Parce qu'aujourd'hui, c'est très subjectif aussi. Mm-hmm. Tout à fait, oui, c'est très subjectif. C'est-à-dire que quand on parle d'inclusion, etc., on peut confondre l'idée d'inclure avec la nécessité d'accueillir tout ce qu'il y a, oui. Peu importe ce que c'est. Bah oui. Et donc, je pense qu'il faut toujours se rappeler qu'on a un système de valeurs humaines qui sont fondamentales. Oui. Et qui sont des valeurs, par exemple, de respect de la dignité, de respect de la non-violence, qui sont non négociables. Oui. À partir du moment où on sait qu'il y a ces valeurs-là et qu'elles sont bien fondées et bien inscrites dans l'esprit, dans la culture de l'entreprise ou du groupe, c'est ça qui va créer la limite, en fait. C'est-à-dire qu'on peut s'autoriser à pratiquement tout en termes d'expression à partir du moment où je respecte ces limites qui sont soutenues par ces valeurs humaines qui, elles, sont irrévocables. Donc, accepter qu'un leader ait un style de management différent du mien, ça c'est de l'inclusion. Oui. Accepter que quelqu'un ait une stratégie de communication hyper agressive qui consiste à ignorer ou à humilier ses interlocuteurs, ça c'est pas de l'inclusion. Donc c'est savoir faire la part de choses en ayant bien défini en fait un système de valeurs où qu'est-ce qu'on accepte en tant qu'être humain. Et c'est ça en fait, c'est la valeur humaine vers laquelle il faut revenir. Oui. Parce que dès lors qu'on se focalise sur ce qui est la diversité, on a tous des croyances, des idées, des façons de faire différentes. Il n'y a aucun problème à partir du moment où cela ne met pas l'autre en danger, ne me met pas en danger, ne vient pas heurter ces valeurs fondamentales humaines dont j'ai parlé. Très, très clair, voilà. Merci. En effet, nous sommes tous différents, même génétiquement, nous sommes différents, mais j'ai bien aimé ce que vous avez dit. L'humanité, elle nous unit finalement en entreprise ou en dehors des entreprises. Aujourd'hui, quand on parle, Daniela, de la psychological safety dans une entreprise, vous avez dit qu'il y a différents parties prenantes. Nous avons d'une part les leaders qui ont ce pouvoir également d'influencer la culture de l'entreprise et nous avons d'autre part les employés qui subissent un peu un certain leadership. Ils peuvent être proactifs, bien sûr, et ils ont également des relations avec des autres personnes avec lesquelles ils travaillent. Si nous commençons à parler du leader, aujourd'hui, le leader, comment est-ce qu'il peut être inclusif ? Pourquoi est-il inclusif, mais d'un point de vue psychologique ? Alors, pour pouvoir être inclusif, il faut une grande capacité d'accueil bienveillant. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, par exemple, qui sort du contexte ici, mais avec mes patients qui viennent en thérapie. Quand on vient voir un psychologue, on vient pour livrer des choses de soi qui sont très intimes. Si en face de moi, j'ai le sentiment que je ne suis pas entendue pour ce que je suis, de manière curieuse, c'est-à-dire sans jugement, je ne vais pas m'ouvrir. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut existe cet environnement sécure pour que l'échange authentique puisse exister. Donc, un bon leader, un leader inclusif, c'est un leader qui peut mobiliser en lui-même cette capacité à avoir une écoute bienveillante envers les autres, une écoute curieuse, un peu comme s'il fallait modifier sa manière de se mettre en relation avec l'autre pour passer d'une attitude qui est, bon, je regarde l'autre et je cherche dans cet autre qui est un peu différent de moi, ce que pourrait me rassurer, me faire dire que malgré la différence, on est pareil quand même.
Je pense qu'il faudrait aller un peu au-delà en se disant, je regarde l'autre en essayant de faire comme si c'était la toute première fois que je découvrais cet autre et en me disant que il se peut que je ne trouve rien en lui qui corresponde. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas enrichissant. C'est-à-dire que je dois m'ouvrir à une nouveauté, oui. à une différence, de manière authentique, vraiment avec un accueil non jugeant. Et pour avoir cette attitude-là, on doit pouvoir la déployer vis-à-vis de soi aussi. Donc, un leader inclusif, c'est un leader qui sait avoir vis-à-vis de lui-même déjà cette posture-là, qui sait avoir vis-à-vis de lui-même un regard de bienveillance et qui n'est pas, par exemple, dans une recherche permanente d'hyper-performance où il doit sans cesse prouver à lui-même et aux autres qu'il est le détenteur de tout le savoir, que c'est un sans faute, etc. C'est-à-dire que plus un leader a conscience de sa propre vulnérabilité, du fait qu'il ne sait pas tout, alors ça, c'est une qualité qu'on devrait mettre comme qualité dans l'entretien pour sélectionner en fait les leaders, savoir dire « je ne sais pas ». Ça, c'est ce qui va permettre justement de s'ouvrir à la différence sans a priori de l'autre et avoir accès vraiment à ce qu'il a en lui de créatif, d'authentique et d'enrichissant pour moi dans la relation, mais aussi pour l'entreprise de manière générale. Très intéressant. Et pourquoi aujourd'hui, Daniela, l'être humain, il a tendance à choisir les gens qui lui ressemblent, que ce soit pour des postes, on voit ce biais beaucoup plus peut-être dans les entreprises, on voit qu'on choisit les gens qui nous ressemblent, que ce soit culturellement, que ce soit physiquement. D'où ça vient, cette nécessité de trouver quelqu'un qui nous ressemble et comment on peut la surmonter surtout? Alors, je pense qu'on peut faire tout un podcast là-dessus, ouais. Mais je pense qu'il faut revenir un petit peu à nos origines en tant qu'être humain. Oui. C'est-à-dire que nous sommes des mammifères. Oui. Et nous sommes des mammifères orientés pour notre survie. On a gardé encore des mécanismes d'évaluation de ce qui se passe autour de soi, très primitifs. Et donc, ces mécanismes-là font qu'on considère ce qui est familier comme sécure. Et ce qui est différent, nouveau, comme incertain, donc potentiellement menaçant. Donc, il y a un effet de catégorisation, en fait, qui est là et qui s'exerce de manière très automatique parce que notre cerveau est très paresseux et qu'il aime bien aller vite pour économiser de l'énergie, tout simplement. Et donc, tous ces processus vont être soutenus par certains biais. Donc, des biais, ce sont comme des programmes d'évaluation qui vont s'exercer dans notre système de traitement de l'information de manière très automatisée pour justement économiser de l'énergie. Et là, tu fais référence au biais de similitude, en fait, qui consiste à considérer que les gens qui me ressemblent, soit physiquement, soit avec d'autres caractéristiques culturelles ou d'origine, de nationalité, de genre, sont plus dignes de confiance parce qu'elles me semblent familières. Et donc, on va se laisser happer par ce biais-là et oublier d'engager quelque chose qu'on a développé par la suite, qui est notre capacité de raisonnement et qu'on devrait engager, justement, parce qu'on est responsable de nos actions, qui est de, OK, là, c'est vrai que j'ai tant à ça, mais est-ce que c'est vraiment justifié? Et donc, c'est de s'arrêter pour analyser en conscience qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi est-ce que je fais ce choix-là et en quoi il est justifié. Cela demande un effort conscient pour critiquer ses propres tendances naturelles. Oui, justement. Et donc, ça demande un peu d'humilité aussi. Et d'humilité et de flexibilité. Et la flexibilité cognitive, mentale, c'est quelque chose qui s'exerce. On n'est pas franchement porté à être flexible de manière spontanée.
Mais malheureusement, c'est comme ça. Beaucoup de processus cognitifs qui sont très efficaces pour notre survie et puis pour plein de situations, hein, on doit automatiser plein de choses dans la vie, peuvent se révéler extrêmement toxiques dans les sphères relationnelles si on ne s'arrête pas pour les reconnaître et pour faire l'analyse éclairée de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, est-ce que ce que je me raconte, est-ce que mes pensées sont bien justifiées parce que j'observe de manière objective. Parce que parfois, l'autre, il ne m'a rien fait du tout pour me dire que je pouvais lui faire confiance. C'est juste parce qu'il a telle image et je suppose que je n'ai aucune preuve. Oui. Et donc, c'est d'aller toujours au-delà de cette première impression. L'instinct, l'intuition. Exact. C'est très intéressant parce que vous êtes en train de dire que l'être humain, naturellement, il peut aller vers des biais et que ces biais, on peut les déconstruire en faisant une petite pause, en réfléchissant d'une manière factuelle sur ces personnes-là, leurs mérites, leurs compétences, etc. Donc aujourd'hui, vous avez parlé de capacité cognitive d'un leader. Vous pouvez dire qu'un leader inclusif, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a plus de capacité cognitive d'aller vers les autres, beaucoup plus de courage, moins d'ego. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les traits psychologiques d'un leader qui est capable d'accepter cette diversité? Est-ce qu'il a plus confiance en soi? Est-ce que vous pouvez développer un peu ce point? Alors, inévitablement, pour être un bon leader et un leader inclusif, il faut qu'il ait une bonne confiance en lui. Une confiance en soi, elle repose sur un certain nombre d'ancrages internes qui sont la reconnaissance profonde de la valeur que j'ai. Oui. Et cette valeur ne dépend pas de ce que je fais ou de ce que je réussis. Elle est profondément en lien avec mon noyau. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, parce qu'ils ont fait un travail sur eux-mêmes ou parce qu'ils ont naturellement pu développer, alors on est tous humains et personne n'est parfait, hein, qui sont plutôt en paix avec ce qu'ils sont et la possibilité de réaliser des erreurs aussi, puisque l'erreur fait partie de l'humain. Oui. À partir du moment où on est en paix avec ça, on pourra envisager le fait de se confronter et d'accueillir quelque chose qui peut être différent et qui peut même remettre en question la certaine manière que j'ai de voir les choses et parfois me mettre en face avec un certain nombre de choses que j'estimais acquises ou même très confortables, sans me sentir pour autant menacée ou sans me crisper. Et c'est ça la chose, en fait. C'est-à-dire que je peux... Un bon leader va avoir la capacité d'écouter l'autre sans pour autant considérer que lorsqu'il écoute quelque chose qui résonne différemment avec ce qu'il a noté lui, cela veut dire qu'il faut sortir ses armes pour se battre et rentrer dans une relation conflictuelle, en fait. C'est-à-dire que je peux aussi interroger la différence. OK. Oui. Je pense comme ça. Qu'est-ce qui fait que tu penses comme ça? Bah tiens, c'est intéressant. Je pense comme ça. Et ensemble, qu'est-ce qu'on peut amener? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est doté quand même d'une force psychologique au niveau de la confiance et de l'estime qu'il a. Après, ce sont des personnes qui vont aussi avoir des traits d'humanité, en fait, profonds. C'est-à-dire qui ont cette capacité à définir l'autre, non pas par ce qu'il... paraît, mais non pas à travers un comportement. Ça, c'est aussi un autre genre de biais. C'est-à-dire que quelqu'un s'énerve et donc je vais dire qu'il est énervé. C'est quelqu'un qui est énervé. Non, il était stressé et il s'énervait. Mais voilà. Et c'est un instant T. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir cette capacité de se rappeler que avant tout comportement, avant toute apparence, il y a un être humain. Et en tant qu'être humain, on a cette communauté-là de besoins et de limites dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est besoin d'être entendu, d'être vu, de se sentir en sécurité, de se sentir validé, etc. Et donc, à partir de là, je peux entretenir avec l'autre un rapport de coopération plutôt qu'un rapport de force. Je n'ai pas besoin de prouver qui je suis.
Parce que j'ai tellement confiance en moi et parce que... C'est ça, j'ai déjà assez confiance en moi, je n'ai plus besoin de me battre. Et puis si l'autre, il pense différemment, ok, c'est ok. Et d'autres pensent comme moi et d'autres pensent différemment. Donc il y a cette souplesse-là. Donc il y a une bonne confiance de soi et une capacité de flexibilité mentale, hein. C'est-à-dire le fait de pouvoir envisager différents angles à une même situation sans que cela apparaisse de façon conflictuelle. Ce sont pour moi des compétences psychologiques qui me semblent essentielles chez un bon leader. J'ai trop aimé comment vous avez parlé de l'être et pas toujours du faire, même au sein des entreprises. Et nous allons arriver à la performance, comment c'est lié à la performance, et du fait de séparer toujours l'action de l'être humain, de ce que l'être, de son identité. Et un leader qui peut intégrer ces informations, il est vraiment vers une inclusion plus efficace. Oui. Aujourd'hui, si on veut traiter l'autre part, aujourd'hui, nous sommes des employés qui cherchent un travail ou qui veulent être dans un travail. Comment est-ce qu'on peut se sentir inclus? C'est quoi inclusion? Combien c'est important pour un être humain d'être inclus dans un groupe? Et qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez parlé, bien entendu, avant de la capacité d'être écouté, de la capacité de s'exprimer. Mais c'est quoi notre besoin en tant que mammifère, comme vous avez dit, d'appartenir à un groupe? Oui, alors, pareil, ça a à voir avec notre survie. Nous sommes des êtres de lien et nous avons appris pendant des milliers d'années que l'appartenance à un groupe, l'inclusion dans un groupe était pour moi gage de survie. Vital. On existait en groupe, on chassait en groupe, on transmettait nos savoirs en groupe et être exclu du groupe représentait bien souvent la mort. Parce que je n'avais pas les moyens tout seul de me protéger face à tous les dangers de l'époque, de l'adversité. Bien que le temps ait passé, qu'on n'est plus face aux mêmes adversités, à ce sentiment d'exclusion active encore sur le plan neurophysiologique les mêmes circuits que celui de la douleur physique. Oui. Donc c'est quelque chose vraiment qui a été préservé au cours de notre développement, en fait, parce qu'elle était très efficace avant. Donc, effectivement, on est câblé pour souhaiter l'inclusion parce que c'est vital. Donc, c'est important parce que c'est de ce sentiment-là d'inclusion que je vais construire mon sentiment vraiment d'exister. Si je ne suis pas inclus quelque part, c'est comme si je subissais un effacement symbolique. C'est-à-dire que je n'ai plus d'utilité, finalement. Et l'exclusion dans un environnement de travail, est-ce qu'elle peut entraîner une mort psychique ou un burn-out ou certains symptômes qu'on voit dans les entreprises? Et quelles sont ces manifestations? Tout à fait. L'exclusion, qu'elle soit très explicite ou plus insidieuse, comme c'est le plus souvent le cas, avec des regards évités, des idées non considérées, etc., vont amener petit à petit ce sentiment de ne pas... C'est un peu comme si le message implicite était tu peux être là, mais prends pas trop de place. Reste tranquille. Et donc, effectivement, il y a une mise en retrait, en fait, qui est vécue déjà comme une douleur physique. N'oublions pas, le sentiment de rejet est vraiment... fait mal physiquement, et ensuite vient remettre en question, en fait, toute ma légitimité en tant qu'être humain même. Bien sûr que ma légitimité en tant qu'acteur dans cette entreprise, mais au fond, c'est ma légitimité en tant qu'être humain. Pourquoi est-ce qu'on estime que je n'ai pas quelque chose à apporter dans ce groupe-là? Et donc, c'est tout un questionnement à propos de soi, de ce que je possède comme qualité et de l'intérêt que j'ai au sein du groupe et puis plus largement de la vie, etc. C'est pour ça qu'on peut passer de ces questionnements-là à une dépression profonde qu'on va observer dans le burn-out, par exemple, et à une dégradation effectivement de l'état psychique, qui va venir s'installer progressivement. D'abord, il y a
une mise en retrait, presque une auto-exclusion. C'est-à-dire que les gens, dans un premier temps, il y a des styles différents, mais il y en a ceux qui vont se battre un peu, et puis il y a ceux qui, soit parce qu'ils se sont beaucoup battus et pas été entendus, soit parce qu'ils sont déjà dans l'impuissance, vont rentrer dans l'impuissance, donc ne vont plus rien dire. Et cela va être interprété comme un désintéressement. Et puis, c'est la boucle. C'est le serpent qui se mord la queue, finalement. Oui. Et cette personne va se retirer petit à petit et même éprouver une perte de capacité. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit dans le burn-out. Il y a d'abord une abrasion, une fatigue. Oui. Mais si on me donne l'occasion, je peux encore rebondir. Mais si ça dure trop longtemps, je commence à perdre mes fonctions. Et quand on arrive là, c'est les personnes qui sont déjà en plein burn-out et qui arrivent devant leur poste de travail et qui ne savent plus faire ce qu'ils étaient censés faire et ce qu'ils étaient bons à faire avant. Oui. C'est vraiment psychiquement, de façon cognitive, notre cerveau ne peut pas fonctionner de manière appropriée, ne peut pas mobiliser ses ressources si le cadre relationnel n'est pas sécurisant. Parce qu'on est sous stress. Et dès lors qu'on est sous stress, c'est la survie qui compte. C'est pas la créativité, quoi. Et Daniela, est-ce que, selon votre expérience, vous avez remarqué qu'il y avait des populations plus sensibles que d'autres? Est-ce qu'il y a, par exemple, une différence de genre dans la réceptivité de l'exclusion? Est-ce que les jeunes ou les seniors, ils sont plus vulnérables? Est-ce qu'il y a vraiment des populations plus vulnérables? Est-ce que les minorités se sentent, par exemple, plus aptes de burn-out plus rapidement quand ils sont exclus? Les femmes, les personnes âgées. Est-ce qu'il y a vraiment des patterns? Alors, malheureusement, je pourrais pas... J'aime toujours me référer à des études en cours. Je n'ai pas les statistiques. Okay. Mais il y a quelque chose en moi qui me tend à faire penser qu'il n'y a pas vraiment de différence statistique. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on est tous, si on est exposé à une situation d'insécurité psychologique, on va tous être à même de développer une souffrance. Ce qui va changer, c'est en termes de ressources, de personnalité, c'est-à-dire que c'est en lien avec l'histoire de chacun et les ressources qu'il a acquis de manière un peu tempéramentale, génétique en fait. D'accord. Ce dont il est porteur spontanément. Oui. Maintenant, évidemment, certaines populations, parce qu'elles ont été plus éprouvées que d'autres, peuvent venir déjà dans ce contexte-là avec une certaine vulnérabilité supplémentaire, parce qu'ils ont déjà eu des histoires compliquées avant, parce que leur place dans le monde, dans la société, est déjà compliquée. Oui. Et donc, le fait de vivre cela, même à moindre degré, peut susciter peut-être des réactions plus rapides, en fait, de détresse. Mais elles sont toutes légitimes. Oui. Je pense qu'il faut toujours, effectivement, sortir de cette idée qui est, bon, est-ce qu'il y a certaines catégories plus susceptibles que d'autres, revenir à l'humain. Parce que sinon, on est, encore une fois, dans ce biais de... l'autre a un tel comportement. On associe... donc, tous les jeunes ont cette façon de réagir. Aujourd'hui, on fait une généralisation et puis tous les jeunes sont comme ça. Alors que ça nous empêche de nous intéresser à chaque individu, finalement. Mais certaines catégories peuvent avoir une charge mentale supplémentaire, par exemple, qui fait que déjà, d'emblée, ils viennent avec un peu moins de ressources pour faire face à des choses, en termes d'exclusion notamment, qu'ils pourraient régler ou dépasser ou désamorcer beaucoup plus facilement s'ils n'avaient pas eu à faire cela. Oui. Je parle par exemple des femmes qui jouent un double rôle. Ou des personnes qui ont des situations familiales ou socio-familiales très difficiles et qui vont au travail avec ce bagage-là aussi et qui est déjà... Donc, je pense que l'entreprise, elle
elle a besoin aussi de s'intéresser à la vie des individus pour pouvoir justement ajuster cette qualité d'écoute très important dont elle doit être porteuse. Hein, d'être conscient de la vulnérabilité de certaines personnes et d'ajuster la charge de travail. Ajuster la charge de travail ou tout simplement de dire à l'autre, vous savez, c'est difficile ce que vous traversez, on sait. Ici, vous êtes à votre place, vous n'avez pas besoin de vous battre pour exister ici. Et déjà, c'est un soulagement parce qu'il y a des gens qui doivent se battre pour exister chez eux, dans leur communauté, dans leur pays. Et puis ensuite, ils doivent se battre aussi pour exister au sein de l'entreprise. Donc, leur vie, c'est une bataille permanente. Donc, l'entreprise peut devenir aussi un lieu d'accueil humain. Et pourquoi? Parce que c'est intéressant pour l'entreprise, tout simplement. Oui, on va arriver à ce point-là. Et c'est intéressant comment vous avez dit que c'était très simple, en fait, juste de créer un accueil, d'être là à l'écoute, de dire vous êtes là, vous êtes accueillis. Ça peut être aussi simple que ça, en fait. Oui, juste une phrase. Pour accueillir un être humain. Et revenons à l'idée que vous parliez tout à l'heure. Quel est le lien aujourd'hui entre l'inclusion et la performance? Alors, comme je disais tout à l'heure, notre cerveau, plus il va être dans un environnement sûr, sécure, plus il va pouvoir mobiliser toutes ses compétences de raisonnement, de créativité, etc. On a fait même des études. On met en situation des enfants, on stresse bien, et puis les autres, ils voient un dessin animé, et puis même épreuve, tout le monde, on voit que les performances vont être beaucoup moins bonnes dans le groupe qui était stressé, dans un environnement tendu juste avant, etc. Donc, il y a des raisons neurophysiologiques, en fait, qui soutiennent cela. Oui. Donc, pour une entreprise, si elle veut privilégier la performance et l'efficacité de ses salariés, elle a tout intérêt à s'occuper bien de ce cadre sécure et accueillant, en fait, pour favoriser justement l'innovation, pour favoriser les initiatives personnelles, pour favoriser la co-construction. En fait. C'est-à-dire que quand on est dans un environnement où je sens que je peux m'exprimer et que ma valeur ne va pas être déterminée par ce que j'ai exprimé, mais par ce que je vais réussir à créer en collectivité, je prends beaucoup plus de risques. J'ose plus. Oui. Et donc, je suis plus à même de produire plus forcément, parce qu'il y a un brassage d'idées qui se fait beaucoup plus facilement. On peut avoir un thermomètre pour évaluer cela dans une entreprise. Par exemple, si on va regarder, observer une équipe, et ça, c'est ce que le leader peut faire, d'observer un peu la posture de ses employés, c'est-à-dire le tonus physique. Comment les gens sont. Est-ce qu'ils ont l'air détendus dans leur corps ou est-ce qu'ils ont l'air un peu sur le qui-vive? Le corps nous renseigne sur notre état interne. Et il ne peut pas mentir. C'est-à-dire qu'autant je peux prendre quelqu'un et dire « Est-ce que tout va bien ?» Et l'autre, il dit « Oui, tout va bien », mais tout en étant très tendu. Et je peux faire semblant que je le crois, mais je vois bien que ce n'est pas le cas. Quand on modifie un petit peu la dynamique, qu'on rend la parole un peu plus réalisable, parce qu'on va en parler de ces difficultés aussi. On va inviter les gens à venir participer à ce qu'on est en train de construire. On va d'abord une détente physique. Oui. À partir du moment où il y a cette détente physique qui s'installe, les silences commencent à devenir moins pesants, la communication devient un peu plus aisée, et puis les gens commencent à exprimer des idées, les échanges deviennent plus fluides, les idées qui sont un peu divergentes donnent lieu à des discussions constructives, à des ouvertures, et on est
plus dans la défensive, on est dans la co-construction. Ah. On passe d'un mode où il faut assurer ma sécurité à un mode où là, je peux construire des choses. On ne peut pas jouer. Et ça la création, avoir des idées pour résoudre un projet, penser différemment, sortir de la petite case, demande à se sentir détendu. Si on est tendu, on ne peut pas. Exactement. Et surtout le droit à l'erreur aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet tabou de faire des erreurs, d'avouer qu'on a fait des erreurs, d'être dans une culture qui accepte les erreurs. Et comment est-ce que vous pouvez... Je pense que ça part d'une méconnaissance du fonctionnement et des processus en lien avec l'apprentissage. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas apprendre sans faire d'erreurs. Notre cerveau adore les erreurs. C'est à travers ça qu'il s'ajuste et qu'il apprend. Donc, si je pars du principe où je ne peux pas faire d'erreurs, je vais rentrer dans un état d'hypervigilance et je vais fermer l'accès à toutes les zones cérébrales pourraient traiter ces informations de manière plus innovante. Donc, je vais avoir tendance à faire les choses un peu toujours de la même manière, de mettre en place des automatismes et de répéter des choses, y compris des erreurs, si je n'accepte pas l'erreur. Donc, je reste dans l'erreur. Si je considère l'erreur comme une occasion de modifier quelque chose dans ma stratégie, d'apprendre quelque chose, elle ne devient plus une menace et donc elle ne va pas freiner les processus de raisonnement plus créatif, plus divergent. En fait. Donc je peux aller vers la résolution des problèmes avec beaucoup plus de flexibilité et donc de devenir beaucoup plus efficace et innovant sans réaliser autant d'erreurs. Bizarrement, en fait. C'est-à-dire que la peur de faire des erreurs, finalement, elle vient rapetisser, en fait, notre capacité. C'est comme si on ne pouvait pas se déployer. Donc, plus on fait des erreurs, moins on fait des erreurs. Exact. Merci, Daniela. Et aujourd'hui, si vous devrez donner des conseils aux leaders, quels sont les démarches ou des suggestions que vous avez qui peuvent instaurer plus d'inclusion dans un environnement de travail? Qu'est-ce que le leader il peut faire aujourd'hui de sa position pour faire ça? Alors, le leader inclusif n'est pas un leader qui fait des discours sur l'inclusion. C'est très important, merci de l'avoir dit. Parce que ça, c'est facile, finalement, tout le monde peut le faire. Pour pouvoir transmettre quelque chose, pour pouvoir rendre cette chose, incarner quelque chose, il faut le vivre en soi. Donc déjà, je pense qu'il faut qu'il commence par se poser des questions vis-à-vis de lui et comment il inclut lui-même ces différentes contradictions. Et les parties de lui-même qu'il n'apprécie pas, comme par exemple sa propension à faire quand même des erreurs, même s'il pense qu'il est parfait, etc. Et comment il le traite. Donc vous dites que l'inclusion, si j'ai bien compris, commence par accepter la diversité qu'il y a en nous. Tout à fait. C'est puissant. Hein? Parce que c'est le cas. Hein. On est plein de contradictions. On est plein de contradictions. On voudrait faire les choses d'une certaine manière. On voudrait être parfait. Hein. Ça, c'est une quête moi, j'ai abandonné personnellement. Mais on a tous un petit peu de ça qui persiste. Et c'est important d'en avoir conscience. À partir de là, c'est sans faire du bruit, de conduire son équipe, en fait, vers un climat qui permette à chacun d'exprimer sa voix. Donc, concrètement, c'est de veiller à ce que la parole puisse être donnée de manière équilibrée à chacun dans l'équipe. D'être vigilant sur le fait de valider un peu un certain nombre d'apports de certaines personnes qui semblent un peu plus en retrait et de les amener, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, parce que le leader, il occupe cette position-là d'inclusivité,
C'est lui qui veut inclure. C'est à lui de amener l'autre, de faire venir l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une image que je pense que ça va aider à clarifier, c'est que quand on est face à une équipe, il y a une diversité de personnes. Oui. Ça, c'est un fait. Oui. La diversité, on n'a pas besoin de la créer, elle existe. Imaginons maintenant que vous êtes là dans un congrès. Tout le monde est là, c'est cette diversité. Intégrer les gens, c'est de les inviter à venir dans le congrès. Donc, quand j'invite l'autre à parler, je l'invite, je l'intègre dans la chose. Mais inclure l'autre, c'est pas seulement lui donner la parole, c'est l'inviter à participer avec moi et avec les autres à définir ce dont on va parler ici, à définir sur quel thème va porter le congrès, etc. Ça, c'est dans l'inclusion. Mais Daniela, est-ce que tout le monde veut être inclus? Est-ce qu'on doit aussi respecter le fait qu'il y a certains individus qui n'ont pas envie forcément de contribuer d'une manière ou d'une autre à certaines choses? Est-ce qu'ici aussi, il faut qu'on soit agile et flexible, de comprendre, de détecter la manière de fonctionner de chaque individu? Et lorsqu'un individu, il a envie, parce que ça se passe, des fois on a envie d'être en retrait, de respecter également ce retrait et de pouvoir discerner quand c'est alarmant et c'est une exclusion, mais quand c'est vraiment un choix. Oui, alors ça, je dirais, c'est de l'éducation psychologique individuelle. C'est le fait que chacun, inclus ou pas, devrait avoir conscience qu'il est possible pour lui d'être garant du respect de ses limites et de ses besoins en disant oui quand c'est oui et non quand c'est non. Oui. La fonction du leader, c'est de proposer. Évidemment, si quelqu'un montre très clairement qu'il est très épanoui tout en participant peu, je n'ai pas de questions à me poser. D'accord. Mais si je note un malaise, et ce malaise va se traduire effectivement sur le plan comportemental, c'est des regards, c'est une tension physique, là, il peut effectivement essayer d'inviter l'autre à participer et observer ce qui se passe. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que la clarification, en fait. Plutôt que de supposer des choses, c'est d'aller vers les autres et de demander de quoi est-ce que tu aurais besoin pour te sentir en capacité ou en droit de participer un peu plus. Et est-ce que c'est ce dont tu as envie? Et de laisser à l'autre la possibilité de dire non, c'est sympa de m'avoir proposé, mais je n'en ai pas envie. Ou bien, oui, j'ai très envie, mais je ne me sens pas écoutée. D'accord. Qu'est-ce qui te permettrait de te sentir plus écouté? Donc, c'est ça, en fait. C'est le leader d'aller s'intéresser à l'autre à la manière d'un chercheur, en fait, sans a priori, et à demander clarification plutôt que d'apporter des interprétations. L'autre sait. Moi, je ne sais pas. Donc, je vais l'interroger. Qu'est-ce qui pourrait te permettre etc. Et puis d'ajuster au fur et à mesure. C'est impressionnant, Daniela. Quand vous parlez, on a l'impression que c'est très simple à faire et que c'est vraiment, comme vous m'aviez dit, intuitif. Oui. Alors que dans la pratique, quand on voit la pratique, on voit que c'est très compliqué à faire. Et on remarque des fois qu'il y a des leaders qui sont énervés, c'est-à-dire qu'on a cette violence intérieure dans nos rapports avec les autres. Donc d'où vient cette violence dans les rapports et ces conflits-là où on sent qu'il y a des personnes, on ne peut pas leur parler. On ne peut pas aller vers eux et avoir une conversation non conflictuelle. Comment on peut agir dans ces situations-là? Alors, je pense que quand il y a ces problématiques qui sont viscérales, oui. c'est personnel. Je pense que il faut l'entendre, oui. Mais il faut aussi se rappeler, comme tout à l'heure pour les biais cognitifs, qu'on a toujours un choix conscient qu'on peut faire, qui est je peux ne pas aimer l'autre, mais j'ai l'obligation de le respecter. Et le respect, c'est un choix. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'aime pas l'autre, parce qu'il suscite quelque chose, parce que je pense que, etc., que j'ai le droit de le traiter avec mépris ou d'être violent avec. Donc, un bon leader, c'est un leader aussi qui sait reconnaître en lui ces tendances-là et de finalement, encore une fois, dissocier le comportement de l'autre, ce qu'il suscite,
Et quel est mon objectif là? Avec qui je suis en train de traiter? Je ne suis pas en train de traiter avec ce que l'autre suscite en moi. Je suis en train d'avoir une discussion avec l'être humain derrière. Et ce que je vise surtout, c'est l'évolution d'un projet d'équipe. C'est ça, en fait. C'est aussi se rappeler qu'un leader, il est là, il n'est pas psy. Il est là pour faire bouger une entreprise à travers cette dynamique-là de ce groupe de personnes. Donc, finalement, si on se décentre de soi un peu, si on arrive à se dire, finalement, ce qui intéresse, ce n'est pas ce que j'aime ou ce que j'aime pas chez l'autre, c'est comment je peux faire émerger de l'autre ce qu'il a de mieux pour faire bouger mon projet qui est là. C'est ça qui compte, en fait. Donc, finalement, ça demande une certaine maturité et une capacité à ne pas se laisser orienter juste par ses émotions et d'avoir cette reprise consciente, en fait, de quel est mon objectif, là. Daniela, vous avez mentionné un mot qui m'a trop attiré, la décentralisation. Aujourd'hui, dans nos sociétés qui nous invitent de plus en plus à nous regarder nous-mêmes, à prendre soin de nous, etc. Comment vient cet équilibre entre cette décentralisation, ce collectif dont vous avez parlé? Elle est où cette limite entre ces deux? Oui, c'est vraiment très intéressant parce que c'est de cette centralisation qui est née aussi la question de l'inclusivité, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où chaque individu a commencé à se regarder, à se reconnaître, à reconnaître ses propres différences, ses droits, etc., c'est là où on a commencé à se dire il y a des choses que je ne devrais pas accepter. Ce n'est pas normal que les choses fonctionnent de telle ou telle manière. Donc, ce retour à l'individuel, il y a du positif. C'est-à-dire qu'il permet de reconnaître des besoins, des limites et d'exprimer des choses que jusque-là restaient un peu tabous ou qu'on faisait taire. Et puis on subissait, et c'était tout. Donc ça, c'est positif. Et en même temps, on est dans une société qui demande de plus en plus la reconnaissance du collectif, du groupe, etc. Oui. Donc on est dans quelque chose qui est profondément humain, mais qui nécessite une véritable souplesse parce qu'on ne peut pas vivre juste dans son monde, ni dans le monde des autres. On doit vivre dans le monde avec les autres. Oui. Et pour ça, il faut savoir faire des allers-retours. C'est-à-dire que je viens en moi pour interroger mes propres insécurités, pour réguler mon propre état émotionnel, et ensuite je m'ouvre, donc je me décentre de moi pour regarder quel est l'intérêt du collectif. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure que le leader qui est un peu agacé par la façon de faire de l'autre doit se décentrer de ce qu'il ressent lui en tant qu'individu pour se rappeler de pourquoi est-ce que je dois avoir à faire avec cet autre-là. Quel est l'enjeu collectif pour lequel on est en train de se battre ici. Et quel est votre conseil pour battre l'ego que certains leaders il a pour aller regarder les autres comme des vrais collaborateurs, pas ni comme des compétiteurs, ni comme une bataille de conflit, de dialogue, de ego où quelqu'un il veut gagner dans la discussion. Et ça, je pense que ça s'applique aussi aux relations de couple, aux relations avec les enfants, à plein d'autres trucs. Oui, c'est très humain comme mécanique. Donc, je pense qu'on ne va pas jamais atteindre la perfection. Ce qu'il faut, c'est que ce leader puisse développer une qualité d'auto-analyse très profonde, en fait. Qu'il soit tout le temps en train de s'interroger si ses pensées sont des faits. Oui. Ou des biais. Ou des biais, oui. Parce que les pensées ne sont jamais des faits. C'est-à-dire que les faits, c'est les faits. Et après, ce qu'on se raconte, c'est autre chose. Parfois, ça, c'est en cohérence. Parfois, non. Donc, il faut avoir cette capacité-là de s'interroger. Et pour ça, effectivement, il faut un travail permanent. Et il faut muscler cette capacité-là. Avec un psychologue. Est-ce qu'aujourd'hui, la psychologie, elle est là pour soutenir aussi les leaders? Est-ce que c'est nécessaire pour chaque individu? Pour moi, c'est nécessaire pour chaque individu qui est en contact avec un autre être humain.
Après, est-ce qu'aujourd'hui, la psychologie, elle est là pour soutenir ou est-ce que vraiment, c'est que certaines personnes qui en ont besoin? Alors, je pense qu'il y a des personnes qui ont en eux de nature cette capacité de se décentrer parce qu'ils ont une histoire particulière qui a fait que... Et ça peut suffire plus ou moins à avoir quelque chose d'assez équilibré parce qu'on ne peut pas avoir la perfection. Ça, il faut Oui. oublier. On est humain. Les biais cognitifs, on ne peut pas les effacer. On en a tous. Oui. On va toujours les avoir. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'en être conscient pour rester assez vigilant et choisir de ne pas les suivre en conscience. Et encore, on va quand même avoir des moments où on va glisser. Donc, je pense que si il y a des leaders qui peuvent reconnaître déjà, parce qu'il faut reconnaître que j'ai cette difficulté-là pour aller chercher de l'aide. Mais ceux qui s'interrogent, évidemment, je suis pour préconiser un travail avec un psychologue parce que le psychologue, c'est un professionnel qui a fait des études approfondies sur le fonctionnement humain, qui connaît effectivement tous ces biais, et comment la pensée et les comportements se construisent et qui va pouvoir, avec le leader, justement, restructurer, faire la restructuration cognitive en travaillant sur un certain nombre de croyances qu'il a à propos de lui et à propos des autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rapport d'hostilité avec les autres si je sais que je n'ai pas à me sentir menacée. Est-ce que c'est démocratisé aujourd'hui l'accès aux aides psychologiques en France ou en Europe? Et est-ce que c'est accepté aujourd'hui? Quel est le statut? Est-ce que c'est toujours vu comme étant pour les gens qui ont certains besoins spécifiques? Ou alors, est-ce qu'on a tous des points auxquels on doit évoluer et la psychologie, elle doit être accessible pour tout le monde? Alors, je pense qu'il y a ce souci de performance, en fait, cette quête de la performance qui est venue un petit peu pervertir, en fait, l'accès à l'aide psychologique dans le monde de l'entreprise. Parce que on veut aller vite et on pense qu'aller vite, c'est avoir comment devenir un super leader en 3 points. Sauf que si c'était juste suivre une recette de gâteau, ça se saurait et on ferait ça pour tout. Et voilà. Donc, je pense que autant on parle beaucoup plus de santé mentale aujourd'hui et de bien-être psychique en ce qui concerne les employés. Et pour les leaders, spontanément, aller chercher une aide psychologique, ça commence. J'en ai quelques-uns. Mais ce n'est pas quelque chose qui est encore comment dire, inscrit dans les mœurs, en fait. Ça ne va pas de soi, alors que ça le devrait. Oui, peut-être parce que le coaching ou le mentorship, il reste plus axé sur l'efficacité du travail, que c'est des modèles plus peut-être adoptés, mais qu'aujourd'hui, on a besoin d'un suivi psychique pour résoudre les problèmes. On a besoin de redevenir humain aujourd'hui, parce que dans cette quête d'efficacité, d'hyper-performance, de rapidité, on s'est un peu éloigné de notre propre nature, en fait, qui est humaine, qui est sujette aux erreurs, aux imprécisions, et que notre valeur, elle ne dépend pas de nos réussites, finalement. Elle est déjà là du fait d'être humain. Exactement. Un être humain a déjà de la valeur. Parce qu'il est. Il existe. Parce qu'il existe. C'est la valeur de l'être. Parce qu'il existe tel qu'il est. Et en étant celui qu'il est, il est toujours dans toutes les circonstances capable d'un certain nombre de choses dignes. Et il a des choses à offrir. Après, c'est à l'environnement aussi de favoriser. Si on est en guerre, on ne va pas créer des choses. Exactement. Donc, dans l'entreprise, c'est pareil. Je le sais plus que tout le monde. Oui. Donc, si dans l'équipe, c'est un climat de tension permanent, de jugement, si je crains pour ma place, pour ma dignité, je vais être en mode de défense, pas de collaboration. On ne s'écoute plus quand on est en guerre. Donc,
Vous m'avez rappelé aussi les entretiens qu'on a effectués dans le cadre d'une recherche avec des leaders. Il y a beaucoup qui ont dit que dans des environnements toxiques, ils ont dû changer d'environnement de travail. Est-ce que du point de vue psychique, le fait de quitter un environnement toxique est une bonne idée? Alors, tout dépend de ce qui a rendu, de quelle était cette toxicité-là. Parce qu'il y a deux types de toxicité. Il y a la toxicité qui est en lien avec l'environnement, effectivement. Oui. Je peux tomber sur une équipe qui est complètement dysfonctionnelle et cela va générer de la souffrance. Je peux essayer de communiquer mes besoins, mais il y a des limites. C'est-à-dire que si je vois que rien ne bouge, ça dépasse ma capacité d'action. Donc, à un moment donné, c'est important de prendre des décisions pour assurer sa propre survie psychique et physique. Donc, partir, c'est une option. Oui. Par contre, et ça, je pense que c'est une question qu'on doit toujours se poser avant de quitter une entreprise. Est-ce que j'ai des comportements aussi qui favorisent un certain nombre d'abus? Par exemple, si je suis quelqu'un qui arrive avec la croyance selon laquelle je dois faire mes preuves, je vais peut-être avoir tendance à dire oui à tout, à ne pas poser mes limites, à ne dire que ce que je pense que les autres voudraient entendre, Oui. etc. Et donc, finalement, je vais nourrir aussi un environnement qui, en fin de compte, va générer en moi beaucoup de frustration. Parfois, quand on se rend compte, on commence à mettre des choses en place pour modifier et sortir de ce cercle. Si l'équipe est saine, il y a un ajustement général. Si l'équipe est malsaine, par contre, il y a une espèce de mur. Et là, il y a ces effets mis au placard, il y a du harcèlement qui commence à exister, etc. Donc, si je quitte une entreprise pour ces raisons-là, sans avoir travaillé sur ma capacité à me respecter, moi, en tant qu'individu, et respecter mes limites, je risque de rêver à un autre endroit et de répéter les mêmes schémas. J'aime bien cette introspection de aussi reconnaître ses limites, mais aussi peut-être ses défauts, entre guillemets. Comment est-ce que je contribue aussi à cette toxicité au travail? Tout à fait, parce que je pense que dans l'inclusion, dans l'idée d'inclusion, il doit avoir l'idée de... C'est pas avoir raison à tour de rôle, c'est pas non plus remplacer une dictature par une autre. Exactement. C'est pas non plus moi je vais vers toi ou toi tu viens vers moi. C'est nous y allons l'un vers l'autre ensemble quelque part en fait pour construire quelque chose. Donc c'est important de se décentrer aussi en tant qu'individu de partie du groupe et de s'interroger qu'est-ce que moi je peux faire aussi pour améliorer les choses. Est-ce que j'exprime réellement, est-ce que la place que j'ai, est-ce que je la prends? Exactement. Finalement, parfois la place est là, mais je ne la prends pas. Oui. L'exemple des personnes qui parfois, non, moi je préfère ne pas participer, etc. Ok, pourquoi? Alors que les autres sont en train d'inviter, etc. Il ne faut pas toujours penser les choses juste de manière binaire en fait. Oui. J'aime pas cette idée-là. Je pense qu'on est des êtres nous sommes dans une interaction. Et chacun doit prendre sa part de responsabilité. C'est ça la construction. C'est très bien dit. Donc, sortir d'un environnement toxique, pourquoi pas, mais encore faut-il définir qu'est-ce que c'était cette toxicité. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire, comment j'aurais pu faire, et qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je voudrais ne plus reproduire dans la suite. Et là, je vais vers autre chose. Sinon, je vais juste répéter. Dans le cycle, exactement. Oui. Et Daniela, dernière question. Comment est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un qu'il faut changer un système si l'équipe est dysfonctionnelle, mais le résultat est là? Parce qu'en général, quand la performance, elle est là, on va se dire, ça marche comme ça, et pourquoi est-ce qu'on va changer? Alors, souvent, je pense qu'on a du mal à voir qu'il serait intéressant de changer les choses alors que le résultat est là, parce qu'on ne peut pas s'imaginer à quel point ce résultat
n'est pas représentative de ce qu'une équipe saine pourrait donner. Belle perspective. C'est-à-dire que juste, on a appris à se contenter du minimum de la répétition, en fait. C'est-à-dire que c'est la familiarité. J'ai quelque chose que je connais et ça, c'est sécure. J'ai peur du changement. C'est la résistance au changement. Et donc, finalement, peut-être que là, il faut commencer par une question d'éducation, en fait. C'est-à-dire que les gens comprennent bien que plus nous sommes épanouis dans un groupe, plus il y aura d'idées, plus il y aura du potentiel pour grandir. Maintenant, je suis dans une entreprise où le grand chef considère qu'il veut aller jusqu'ici. Oui. Voilà. C'est peut-être les gens qui sont là en train de se poser cette question, qui doivent s'interroger, est-ce que je vais rester dans cette équipe? Donc parfois, aussi, on se bute en fait parfois à une limite qui nous est imposée. Et là, c'est une raison de partir, mais pour d'autres raisons, pour pouvoir déployer son potentiel ailleurs, en fait. C'est pas forcément parce que on m'a fait du mal personnellement. Je pense que beaucoup de chefs d'entreprise ou de leaders ont autant peur du changement que certains employés, finalement, de prendre parole ou de proposer quelque chose. Et que finalement, tout dépend des objectifs de l'entreprise. Ça aurait été dû être ma dernière question, mais puisque vous avez élaboré le sujet de la peur du changement, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur comment on peut travailler en tant que personne pour la surmonter, cette peur? Alors, la peur du changement, souvent, est liée avec une autre peur, qui est la peur de l'incertitude. Oui. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire, quand on propose, on dit, voilà, on va améliorer la qualité, la dynamique de l'équipe et ça va aller encore mieux. L'autre, il dit, oui, mais ça va déjà assez pour moi. Je n'ai pas besoin de changer. Donc, c'est pas parce qu'il ne croit pas que ça ne puisse pas être mieux. C'est parce qu'il n'est pas sûr que ça puisse être mieux. Et cette incertitude-là le freine. Oui. D'accord ? Mais l'incertitude fait partie de l'existence. Et c'est quelque chose avec laquelle on doit apprendre à composer, à gérer. Elle est perçue comme une menace, certes. Le seul moyen d'apprendre à faire face, c'est de s'exposer progressivement, petit à petit, à des petites choses qui sortent un peu de l'ordinaire, en fait. Donc, peut-être que dans cette équipe-là, si l'équipe est vraiment convaincue que la dynamique doit être changée, s'il y a peut-être 1 ou 2 éléments au sein de l'équipe qui ont cette vision un peu plus ouverte, ils peuvent peut-être oser certaines choses à moindre degré pour pouvoir générer un effet de cascade, en fait, petit à petit. C'est-à-dire vous immunisez, en fait, les équipes, comme on fait en sciences. C'est tout à fait ça, oui. C'est des expositions progressives à petite dose, jusqu'à ce qu'on s'habitue à cette nouveauté ou à cette incertitude-là. Donc, on est tellement motrice psychiquement, on est capable d'être agile, d'élargir à chaque fois nos compétences et qu'on acquiert. C'est ce que vous êtes en train de dire, que ce soit même au niveau d'agilité psychique? Tout à fait. Alors, on a des limites qui sont cognitives, qui sont propres à chacun. Oui. C'est-à-dire qu'on a un appareil psychique qui performe de manière différente selon les compétences de chacun. Mais notre potentiel, il est bien plus important que ce qu'on croit pouvoir donner, parce que on est toujours un peu sujet à un certain degré de stress. C'est-à-dire, même ici, là, je suis sujette à un certain degré de stress. Donc, ce que je dis aussi n'est pas tout à fait ce que je pourrais dire s'il y avait 0 stress. Alors, ça, c'est une situation idéale, bien sûr. Mais notre but, c'est pas d'arriver à l'idéal, mais de se rapprocher le plus possible de ce qui est bon pour soi, pour l'entreprise, pour les autres, etc. Et finalement, c'est ça, en fait. C'est de se libérer de cette idée qu'il faut poursuivre un idéal, d'arriver à une perfection, mais se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire qui peut me rapprocher le plus possible de ce que j'aimerais vivre au sein de l'entreprise, au sein de ce projet,
au sein de ce groupe, etc. Si C'est- chacun fait ça, on évolue ensemble et on va dans le même sens, parce que qu'est-ce que l'être humain veut? Je ne connais pas beaucoup de gens qui souhaitent profondément être malheureux, quoi. Donc, Oui. voilà, on veut plutôt vivre des choses agréables. Oui. Donc, si chacun arrête la compétition pour se descendre un petit peu et puis se dire, OK, je vais réajuster ma stratégie, et plutôt que de viser la perfection, je vais m'approcher chaque jour un peu de ce qui est ce que j'aimerais vivre, et que tout le monde fait ça, on va tous faire quelque chose de très sympathique, finalement, beaucoup plus. À chaque fois, je me dis, c'est la dernière question. Vous ressuscitez en moi une autre curiosité, parce que vous avez parlé de coopération et compétition, et que aussi, j'imagine, notre être primordial aller à la chasse et voulait être en compétition avec tout le monde. Comment convaincre aujourd'hui ce concept que plus j'avance, plus je fais avancer les autres et l'humanité? Comment convaincre? Ouais. Alors, persuader, est-ce qu'on peut convaincre? Je pense qu'il faut passer par la démonstration plutôt. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'exemples qu'on peut trouver, même dans le monde, avec des leaders qui ont réussi à faire des choses extraordinaires en menant leurs équipes avec beaucoup d'ouverture, finalement. Donc, il y a ces exemples-là. Mais il y a aussi des épreuves qu'on peut mettre en place au quotidien, en fait. C'est-à-dire que l'entreprise ne fonctionne pas tellement différemment de la famille. Voilà. C'est une petite entreprise sur le plan relationnel, en fait. C'est-à-dire que... Donc, si je veux convaincre mon enfant à ranger sa chambre, et que je rentre dans sa chambre, je dis « Range ta chambre !» tout de suite. Bon, la réponse va être l'opposition, la résistance. Donc, si je vais en douceur, si j'accepte peut-être que les choses ne soient pas parfaites au début, que j'accepte de l'étayer un peu au départ, petit à petit, je vais construire avec lui sa propre autonomie. Donc, en fin de compte, c'est en revoyant un peu des stratégies peut-être de management ou plutôt que d'être dans le contrôle, on est plus dans l'accompagnement et dans l'étayage, dans l'écoute, en fait, dans l'observation de l'autre. Et finalement, amener à cette ouverture vers quelque chose qui serait beaucoup plus harmonieux. Parce que c'est en général, quand tu as envie d'avoir toi-même la promotion et qu'il y a quelqu'un dans l'entreprise avec lequel tu fais une compétition, c'est dur d'imaginer qu'on co-construit alors qu'un des deux, il va être promu. C'est vrai, mais ça aussi, ça fait partie de la vie, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas occuper... deux personnes ne peuvent pas occuper une seule place. Je pense que pour assouplir un peu ce rapport de force, il faut que chacun se rappelle que cette promotion n'est pas la preuve de sa valeur. C'est très bien. Ou de sa compétence. Ou de son manque de compétence, s'il n'a pas été promu, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est l'expression d'un système d'entreprise dans lequel il faut une certaine sélectivité, parce qu'on ne peut pas féliciter tout le monde de la même manière. Et c'est comme ça, en fait. Et parfois, ça se joue à peu de choses près. Donc, travailler sur sa propre assurance va me permettre d'entretenir des rapports beaucoup plus collaborateurs avec les autres, sans rentrer forcément dans une compétition qui soit malsaine. Parce que je peux avoir envie de faire mes preuves, de réussir. C'est toujours agréable, en fait, d'avoir cette récompense-là. Mais c'est pas cette récompense-là ne détermine pas ma valeur. Et c'est ça dont je dois me souvenir, en fait. C'est-à-dire qu'on a toujours cette croyance selon laquelle on doit mériter les choses. Je dois mériter ma place, je dois mériter mon poste, je dois mériter ceci, etc. Alors que on pourrait juste se contenter de donner le mieux de soi et d'être soi
Et parfois, je vais obtenir des choses, effectivement. D'autres fois, je ne les obtiendrai pas à ce moment-là, mais j'obtiendrai à un autre moment. Donc, effectivement, ce sont des traits de caractère aussi après. Hein. C'est-à-dire que c'est en lien aussi avec des systèmes de valeurs personnelles. Pour certains, la réussite professionnelle, financière, c'est quelque chose qui est au cœur de leur fonctionnement. Et ça va être très difficile pour eux de faire la paix avec ça. Merci pour cette belle conclusion. J'existe, donc je mérite. C'est un peu ça, c'est ce qu'on se dit. C'est triste, mais bon. Non, c'est aussi intéressant. C'est ce qui nous rend en fait humains. Oui. Toutes ces imperfections dont on a parlé, toutes ces luttes et ce travail continu de tendre vers le modèle le plus parfait, entre guillemets, qui nous rend le plus heureux. C'était une discussion très, très intéressante, Daniela. Je pouvais vous poser encore 1000 questions, mais on va se contenter de ce nombre de questions. Merci d'être là aujourd'hui. Merci.